Les vraies questions. Les vrais débats. Les vrais sujets. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux vraies affaires. Hey, avant qu'on commence, en cette nouvelle année 2014, il faut que je te demande, es-tu malade? Non, As-tu la grippe? pas en ce moment. Non? Fait que tu mourras pas, là. Non. Puis tu me tueras pas non plus par le biais de ta grippe. Parce que moi, je suis pas vacciné, là. Faut que je sois franc. Là. Ouais, moi non plus. Je l'ai eu l'année passée, le vaccin, puis ça m'a donné tous les symptômes d'une grippe. Mais avec le vaccin en place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Fait que ça. c'est juste que je l'ai vu venir, puis je me suis assis, puis j'ai attendu en ligne pour l'avoir, mais j'ai quasiment eu la grippe. En fait, t'as choisi quand J'ai t'as eu la choisi. grippe plutôt que de ça tombe dessus on m'a comme dit, ça. Là. on m'a dit que c'était pour mon bien. Ben, des fois, hein, c'est ça. Ouais. Allez, écoute, justement, pour recommencer cette nouvelle année de notre fameux show, voici, on va parler aujourd'hui, en fait, d'abord de plusieurs événements, notamment la légalisation de la marijuana qui vient de commencer au Colorado et qui fait déjà des ventes assez substantielles. On est surpris? Ka-ching! Pas tant. On peut également parler de ce qui va se passer dans l'année qui s'en vient en 2014, les choses qu'on va surveiller, notamment dans l'actualité internationale, ce qui va se passer avec la Syrie, ce qui va se passer aussi entre la Chine et le Japon. Il y a des affaires qui pourraient Ouais, être, on dirait que ça leur gratte de se frapper dessus. Ouais, hein, c'est ça qui est plate de voir ça aller. Ouais. Sur le plan de la politique québécoise, écoutez, la seule nouvelle qu'on pourrait parler, c'est l'arrivée de Philippe Couillard à l'Assemblée nationale. On va revenir là-dessus. Et aussi, on aura quelques petites actualités historiques pour wrapper le tout. Alors, écoute, je commence. Toi, qu'est-ce que t'en penses, la légalisation du pot au Colorado en général, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, cette date-là qui vient de commencer, cette nouvelle ère? Ouais, ben je pense que ça va changer beaucoup de choses. Il y a des États qui sont en train de regarder ce genre de projet de loi-là. Ben, il y a l'État de Washington qui, je crois que c'est dans quelques mois, vont faire essentiellement quelque chose de similaire. Je sais qu'il y a l'État de New York qui regarde ça, l'État du Massachusetts aussi. Et d'ailleurs, l'État de New York, je pense, viennent disons... Légaliser la marijuana thérapeutique. Oui, puis diminuer aussi les sanctions en général pour les offenses reliées à ça. C'est un peu dans dans la logique des choses, parce que les États qui ont installé des législations médicinales se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment d'effet négatif. Là. Si d'interview la police ou les gens autour, il n'y a personne qui reporte des problèmes liés à ça. Ben, en fait, le problème majeur qui est lié à ça, c'est le fait que comme c'est tellement quelque chose qui est demandé par une grande partie de la population, c'est que tu as des cliniques qui deviennent essentiellement des moulins à prescription pour du pot. Alors, ça devient presque plus vraiment médicinal. C'est des problèmes administratifs et des détournements de l'esprit de la loi originale qui se passent plutôt que des problèmes réels. Causés par la drogue comme telle elle-même. Exactement. Puis ça amène à des situations un peu bizarres. Écoute, moi, durant le temps des fêtes, j'ai écouté souvent l'émission à National Geographic qui s'appelle Border Security. Habituellement, c'est genre l'émission qu'on voit pour les États-Unis, là, à la frontière avec le Mexique, là, que c'est super défendu. Mais ça, c'est sur l'Agence des services frontaliers canadiens. Donc, c'est une perspective intéressante. Puis, si tu savais le nombre de fois que tu as des Américains qui arrivent et ils ont une prescription pour de la marijuana, puis ils se font arrêter à la frontière. Non seulement, ils sont arrêtés, évidemment, ils n'ont pas vraiment de charges criminelles qui sont portées contre eux autres, mais la prescription n'étant pas reconnue au Canada, ils se font tout saisir. Ils se font tout saisir. Mais c'est ridicule quand tu penses à ça. Je comprends, là, c'est d'appliquer la loi à la lettre, là, mais c'est un peu ridicule parce que tout autre médicament qui est reconnu par les autorités américaines, tu as le droit de rentrer avec une prescription qui est à ton nom. Mais c'est pas ça. Je pense que c'est le combat principal de tous les gens qui sont pour la légalisation, c'est que la légalisation, c'est beau, mais le bout vraiment important, c'est la décriminalisation. Mm-hmm. C'est de sortir ces substances-là d'une catégorie vraiment à part, comme si ces molécules-là étaient vraiment du diable. Contrairement à des médicaments qui ont parfois des effets bien pires que... En fait, très souvent des effets bien pires que toutes les drogues que tu peux trouver. Ouais, mais ça, pas toutes les drogues, mais certaines drogues que tu peux trouver dans la rue. Donc, mais en fait, le ridicule de tout ça, c'est que c'est juste une plante, là.
Ben oui. C'est... Je veux dire, il y a des médicaments, comme tu dis, qui sont pires, mais ça, c'est correct parce que c'est des médecins qui les prescrivent. Ben oui. Mais sauf que ça, hey, j'ai lu un article. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu es allé faire à lire ça? Et je t'avoue que moi aussi, j'étais surpris d'aller cliquer là-dessus. C'était une fille qui avait posté ça sur Facebook. Évidemment, c'est pas elle qui avait écrit l'article, mais la fille qui avait écrit l'article parlait de la question des anovulants, les pilules contraceptives pour les filles de 3e génération. Tu sais, Yasmine, ce genre d'affaires-là, qui sont maintenant, là, je veux dire, il y a des pubs à la télévision pour si vous êtes né si vous avez développé une liste d'épicerie de maladies ou si vous êtes mort, appelez-nous et que vous avez pris Yaz. Et elle expliquait à quel point qu'elle a été essentiellement un cobaye parce que ses médecins lui ont prescrit des médicaments de cette génération-là, des anovulants de cette génération-là, qui n'étaient pas tant testés à ce moment-là et pour lesquels elle avait un nombre assez surprenant de contre-indications. Mais elle dit, et son point était bon à la fin, il y a des gens qui disaient « Ah, elle n'a pas été un patient informé. » Mais en même temps, quand ton médecin, tu lui expliques tout... J'ai pas été un patient informé. Elle est bonne, celle-là. Tu lui expliques toute ta situation médicale, puis à la fin, ton médecin dit « Garde, prends ça, tout va être A1. » Qu'est-ce que tu fais? Tu dis-tu vraiment non? Je veux dire... Tu sais, il y a des... Moi, honnêtement, je me scandalise pas plus qu'il faut de ce genre de choses-là parce que à peu près chaque molécule, chaque produit a des risques inhérents à son utilisation. Mais même quand on utilise cette logique-là de risque, si on revient un peu au cannabis, les molécules présentes dans le cannabis ont été démontrées comme étant parmi les molécules les plus sécuritaires qui existent. Mm-hmm. Faire une overdose de ces produits-là est en soi une épreuve d'Hercule. Ouais. Si toutes les formes possibles de prise de marijuana vont vous tuer en tant que tel avant que la marijuana vous tue. Comme tel, ouais, c'est ça. C'est un produit extrêmement sécuritaire. Même si tu la dilues dans l'eau, tu vas mourir d'une trop grande quantité d'eau avant d'overdoser. C'est déraisonnable, la quantité de... Alors qu'on voit plein de gens chaque année qui boivent trop, vont dans un coma éthylique et meurent de l'alcool. Et dans ce contexte-là, d'ailleurs, vous en remarquerez, il y a eu un faux article qui a été distribué comme quoi qu'il y avait eu 38 morts. J'allais t'amener là-dessus. Ça fait-tu partie de faire peur au monde? Hey, non, mais je pense que c'est... Ben oui, mais c'est quand même... En même temps, ça met en relief, selon moi, la sécurité de cette drogue-là, parce que quelqu'un qui est informé sur le sujet de la marijuana et sa toxicologie sait que c'est impossible. C'est pas quelque chose qui aurait pu être légalisé. Quelqu'un m'aurait dit « Hey, on légalise la cocaïne. » OK, bon. Et là, le lendemain, on me montre un article puis on me dit 37 personnes sont mortes d'une overdose. C'est possible. Non, j'y aurais cru. C'est possible. J'y aurais cru. Mais pour la marijuana, quelqu'un qui est informé du cas fait comme c'est impossible. Ça n'a jamais été... Il y a personne qui est jamais mort d'une overdose de marijuana. C'est presque physiquement impossible de le faire. Ouais, exact. Et donc, moi, ça me fait un peu rire parce que ça remet, dans le fond, en relief la sécurité vraiment démontrée de ce produit-là. Et j'espère que ça va s'en venir ici. Et peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que certains voudront dire « Ah, moi, je vais aller en acheter, tout ça. » Mais moi, personnellement, la raison, si ça va être légal, et j'espère, je vais le dire, quand ça va être légal ici, parce que j'ai confiance que ça va arriver. Je pense que tu peux le dire. Moi, je vais en faire pousser. Parce que c'est rien qu'une plante. Au printemps, tu fais des essais chez vous, dans ton jardin, t'en plantes 15, il y en a 5 qui marchent. 5, t'en as en masse pour l'année. Là. Pas besoin de lever le petit doigt. Non, c'est ça. T'sais. Mais tu vois, moi, je serais pas traité comme un criminel qui veut déchirer le tissu social. Et pour prendre un autre argument, au-delà de juste dire, moi, je veux être de ceux qui veulent aller en acheter dans un magasin au détail, tu sais. Moi, mon premier argument, c'est que moi, je veux arrêter de dépenser de l'argent pour courir après Ticoun Poirier qui a genre 0.5 grammes sur lui au coin d'une rue proche d'une école puis qui fait rien, il fait pas de mal à personne. Puis les ressources en termes de manpower de police pour aller le chercher et sans compter le système judiciaire pour poursuivre certaines accusations, même réduites, là, ça devrait être zéro. Hein? Fait que c'est là où je trouve qu'on dépense trop d'argent pour ça. Moi, c'est mon premier argument, mais un peu comme toi, je veux dire, il y en a plein d'autres. Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que tu es pour ça.
Fait qu'écoute, ce sera quelque chose à surveiller. Moi, je pense qu'on devrait s'engager à faire un bilan à la fin de l'année 2014, en décembre prochain, voir qu'est-ce qui s'est passé sur la scène de la marijuana internationale. D'autant plus qu'à la fin de l'année 2013, il y a eu le premier pays sud-américain, l'Uruguay, qui a légalisé essentiellement, J'ai bien aimé la réponse du président parce que l'ONU leur a juste rappelé, on dit « Hey, en passant, vous contrevenez à des ententes internationales de produits contrôlés narcotiques. » Puis le président leur a juste dit « Au pire, allez chier. » Au pire, on s'en sacre. Exactement. Je veux dire, puis, et quand on a une mesure, une loi qui contredit des faits scientifiques comme ça, à un moment donné, il faut que quelqu'un se lève et se dise « Hey, on va arrêter de se mentir, tout le monde ici. » On est en train de se lever, là, justement. C'est ça. Là, on va arrêter de se compter des blagues ici. Là. La marijuana, c'est extrêmement safe. Ça n'a jamais tué personne. Puis, comme n'importe quelle substance, il faut la contrôler dans le sens que faut pas que des enfants de 2 ans fument ça. Ils ont démontré qu'il y avait des effets au niveau de la jeunesse si tu en prends trop tôt. Ouais, l'adolescence, entre autres. Comme l'alcool puis le tabac, c'est oui. la vie, là, mais il faut la contrôler. Mais oui. Mais même dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui est... Une société qui fume beaucoup de marijuana sera une société beaucoup plus en santé qu'une société qui boit trop. Ça. Et vous en parlerez aux Russes. Justement, ça me fait faire une belle transition. Parlant de les actualités internationales, les choses qu'on va suivre en 2014, évidemment, c'est un incontournable, les Jeux olympiques à Sochi. Et d'abord, sur un point de vue un petit peu plus morbide, il y aura un pool, à savoir, y aura-t-il un attentat ou quelque chose de violence d'envergure? Tu as un pari à Vegas là-dessus, j'imagine? Honnêtement, ça me surprendrait pas. C'est légal faire un pari là-dessus, par contre. En tout cas, mais... Écoute, honnêtement, même si c'est pas légal, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des paris là-dessus. C'est juste qu'on le saurait pas. Exact. Hein? Faut pas. C'est comme la Mais donc, surtout avec les événements qui sont passés durant le temps des fêtes, les 2 attentats suicides back-to-back à Volgograd, et en plus, ça m'a touché personnellement, parce que moi, j'étais là à Volgograd, presque 1 an, jour pour jour, en fait, quand les attentats ont eu lieu. T'aurais pu être dans ce bus-là, quasiment? J'aurais pas pu être dans le bus, là, mais j'étais dans la station de train. Je suis allé, la journée que j'étais là, on cherchait une carte de la place. On n'a pas trouvé, spoiler. D'ailleurs, ça n'a pas contribué à notre appréciation globale de la ville. C'est lettre, Volgograd, faut être franc. C'est lettre. Ils appellent ça en anglais un transportation hub. C'est essentiellement une ville industrielle, 1 million d'habitants, qui est comme un point de rencontre pour plein de chemins de fer. Comme ça. Atlanta, genre. Je connaîtrais pas assez, mais je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc, ça serait intéressant de voir, peut-être pour les mauvaises raisons, mais de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça à Sochi. Moi, je vais quand même j'essaie de rester focusé sur les jeux en tant que tel. Oui, mais moi aussi, j'ai assez hâte en plus. C'est un peu morbide. Tu vas pouvoir tout le temps avoir du bon sport à TV. À chaque fois que tu vas vouloir écouter la TV, tu vas pouvoir mettre du sport, ça va être malade. Mais justement, parlons du sport maintenant. Tout récemment, l'équipe nationale canadienne a été nommée. Tes réactions? Moi, j'ai pas de surprise. Je suis déçu de l'absence de Martin Saint-Louis sur je pense que tout le monde est déçu. Tout le monde qui a une tête de hockey s'interroge un petit peu en ce moment de... Vraiment, vous vouliez juste des gars gros, tout ça. Martin Saint-Louis est plus que la somme de ses membres. Et je trouve ça triste pour lui parce que malheureusement, c'est clair que ça va être. C'était sa dernière chance. C'était sa dernière chance. Ça, je pense no que way c'est que dans 4 ans, il n'est pas invincible, mais no way que dans 4 ans, il aurait été dans une meilleure position. Il va avoir 42 ans. Il va avoir 42 ans. C'est terminé pour lui. Je trouve ça vraiment dommage. Je dis pas qu'on va perdre à cause de ça, mais bon. Tu sais, il y a encore du monde qui nous rappelle en disant. Qui nous rappelle qu'on pourrait faire 6 équipes. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui a fait l'exercice qui a dit admettons qu'on ferait. Non, mais il est allé jusqu'à 5. Ah ouais. Rendu à 5e, notre défensive commence à en arracher. Mais. C'est tout dire. Mais tu sais, la 2e, tu regardes ça, tu fais ouais. C'est bon. Ouais. Puis la 3e aussi. Fait faut pas non plus capoter, là. J'ai vu des stats compilés aussi de l'équipe américaine versus l'équipe canadienne au niveau des points, au niveau des parties jouées, au niveau des plus puis des moins. Les plus et des moins étaient... je pense que l'équipe canadienne a comme un plus de genre 250 puis l'équipe américaine 50. Il y a une grosse différence. Ouais. Peut-être où est-ce qu'on est moins fort, je dirais que c'est les buts, mais les buts, il y a quelqu'un qui a regardé, je pense que l'équipe suédoise là, qui est vraiment loadée au niveau des buts. Ouais, mais arrête, des buts, on a Carey. Ouais, Carey. Mais ils ont quand même l'équipe suédoise avait 3 excellents goalers, mais d'un autre côté, il n'y en a rien qu'un à la fois là, dans le but. Là.
Non, c'est ça. Carey Price, s'il fait à job, il peut faire quasiment le tournoi complet. Ça sera pas lui au début. C'est certain que si Luongo est plus blessé, ce qui ne devrait pas être le cas, ça a l'air parti. Dans le tournoi à la ronde, ils vont probablement s'échanger une game ou deux. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent partir avec Luongo. C'est lui qui a gagné l'or à Vancouver. Il a volé le job à Martin Brodeur. C'est correct aussi. Là. Faut laisser la place aux autres des fois un peu. Là. Ouais, tu sais, comme pour Martin Saint-Louis, j'espère quasiment que Stamkos, tant que Stamkos soit pas capable de revenir à temps, j'aimerais ça que ce soit Martin Saint-Louis qui soit sur, ça pourrait être Claude sur le banc. Ouais, mais je continue à dire que non, Martin Saint-Louis serait meilleur que... Mais moi, j'ai peur des Russes. Ils ont une grosse équipe à l'attaque. Ils ont une défensive de merde. Oui, mais s'ils mettent 8 buts dedans, là, c'est pas grave. Ouais, mais... Ils vont être chez eux. Là. Hey, Russes, si tu penses que les Américains sont patriotiques, là, les Russes... Écoute, Ovechkin, là, tu as peut-être suivi ça un peu, mais tu sais, Ovechkin, il a pas manqué le début de la saison, mais il est arrivé flush pour le début de la saison en Amérique du Nord parce qu'il était le premier porteur de la flamme olympique. Puis c'est important pour lui. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire. La raison. Là, oui, c'est ça. Mais ça, je te dis, c'est dans le sens que c'est. C'est vrai que j'avais pas. C'est un X-Factor. J'avais pas pensé au X-Factor d'être on Homeland. Exactement. Là, Motherland. The Motherland. Fait que, ben écoute, overall, je souhaite bonne chance à l'équipe canadienne, évidemment, particulièrement aux athlètes québécois. No offense au reste, mais tu sais, quand même. Mais oui, tu sais, il parlait de ça. Je pense que sur les 25 joueurs canadiens, il y en a 16 qui viennent des... Ben ça, c'est pas par la provenance, là, mais qui viennent des équipes de l'Ouest. Oui. Puis 9 des équipes de l'Est. Je pense qu'il y a 10 joueurs sur 25 qui viennent de l'Ontario. Il y en a un qui vient de Nova Scotia. Puis là, pendant un bout, j'étais là, c'est qui déjà? Ah oui, Sydney. C'est qui donc? Ah oui, oui. Hey, mais par contre, en marge de cette annonce-là de l'équipe canadienne, il y a quand même une statistique intéressante. Le Canadien envoie 8 joueurs aux Jeux Olympiques. Je pense c'est le deuxième total. Il y a 3 équipes qui en envoient 10. Ouais. Les Blackhawks de Chicago, les Red Wings et les Blues de Saint-Louis. Et après ça, c'est le Canadien et sûrement au moins une autre équipe ou deux là, à 8 joueurs. Mais je pense que le Canadien fait, entre autres, le Canadien a une variété impressionnante dans le sens qu'il y a un Suède, de nationalité, il y a un c'est Slovaque, il y a un Tchèque, il y a des Russes, il y a des Canadiens et des Américains. Commence à faire une pas pire variété. Oui, puis à mon avis, Galchenyuk, je sais pas si... A-tu été nommé à l'équipe américaine? Ouais, je pense... Parce que s'il était nommé, je pense pas qu'il va jouer. Parce qu'il s'est blessé à la main. C'est ça, il y a une fracture à la main. Fait que... Puis étant donné que sa main est une partie non négligeable de son talent. De son habileté. Exact. Donc, mais écoute, c'est ça, ce sera à suivre. Ce sera à suivre aussi la performance globale du Canada parce que dans le fond, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans les programmes de sport en prévision. Oui. Le fameux programme On the Podium, à nous le podium en français, qui avait commencé à produire des résultats avant les Jeux Olympiques de Vancouver. 2006 avait quand même été une bonne récolte. 2010 a été une excellente récolte aussi. Et là, 2014, ça serait intéressant de voir... à mon avis, c'est comme les derniers Jeux Olympiques, entre guillemets, qui sont supposés d'avoir les effets de ce programme-là. Après ça, il va y avoir quand même encore des programmes de développement, mais ça va peut-être redevenir des années un petit peu plus de vache maigre, entre guillemets. Donc, profitons-en. Hein? Moi, personnellement, je trouve que c'est de l'argent bien investi. Oui, mais c'est bien quand même de l'investir quand tu as une bonne raison de l'investir. Tu sais, de donner un boost, tu sais, comme ils disent, hein, le retour sur l'investissement. Oui. Quand tu le fais, c'est un excellent investissement. Mais en même temps, tu peux pas le maintenir tout le temps pendant des années, puis l'ajuster, puis à un moment donné... pourquoi pas? Je sais pas. En fait, c'est une bonne question. Parce que si tu regardes le système américain au niveau de l'athlétisme, là, eux autres, ils l'ont l'affaire. Ils ont un système de développement épouvantable. Oui, ils sont 350 millions aussi. Là. Aussi, mais pas rien que leur nombre, leur système de sport collégial est en béton armé, renforcé en platine. Ouais. Pour faire du développement dans presque tous les sports. C'est sûr qu'ils sont quand même focusés sur les sports professionnels. Là, oui, mais justement, écoute, tu me fais un lien. Là, il y a un article sur CNN qui est sorti aujourd'hui. Là, c'est une grosse enquête. C'est une grosse enquête. Une enquête qui a été faite avec les moyens possibles parce qu'il y a beaucoup d'écoles américaines qui sont pas tellement... sont plutôt avares de commentaires et de statistiques lorsqu'elles sont demandées. Mais c'est une sociologue, je crois, qui a fait une étude et qui a démontré qu'il y a énormément d'athlètes collégiales qui jouent dans les 2 sports principaux qui ramènent de l'argent, le football et le basket, qui ont des taux
soit de réussite des SATs, là, des tests standardisés, ou même des capacités de lecture équivalentes à celles d'un élève de primaire. Et ils sont admis au collégial. Et c'était quand même substantiel comme nombre, honnêtement. Là. C'est pas surprenant, mais c'est un peu la... Ça va venir avec, là. C'est un peu la logique du système dans le sens que tu peux être genre intelligent ou tu peux être bon dans les sports. Ou les deux. Mais si tu es assez bon dans les sports, on va t'amener au collège, on va t'amener à l'université. Mais ça implique de bypasser beaucoup de mesures qui sont mises en place pour éviter que ce soit... En fait, c'est pour éviter que des jeunes... des jeunes adultes, mais des jeunes adultes gâchent leur futur, entre guillemets, en ne faisant pas attention à leurs études, en ne portant pas attention à leurs études au détriment à cause qu'ils font du sport, dans le fond. Ceux-là qui lient là, à niveau primaire, là, penses-tu qu'ils iraient mieux s'ils n'auraient pas leur sport? Je pense qu'ils décrocheraient tout simplement. C'est un peu ma prémisse. Là. C'est dans le sens que ça ne changerait rien. C'est intéressant comme prémisse. Je pense que c'est fataliste de dire que ça ne changerait rien. Je pense que peut-être que si le sport n'avait pas masqué leur déficience, il y aurait peut-être eu davantage d'attention qui serait portée. Il y aurait certainement un grand pourcentage, que tu as raison, il y aurait décroché, mais il y aurait peut-être eu un certain pourcentage qui aurait peut-être récupéré, pour utiliser ce terme-là, et il y aurait identifié ces problèmes-là avant qu'ils arrivent au collégial, ou... je pense pas qu'ils sont non identifiés, je pense qu'ils sont... ils sont... ignorés ou... Pas ignorés, mais passe-droit, tu sais. Mais des fois, quand tu donnes un passe-droit, tu sais peut-être pas à quel point l'étudiant a besoin de son passe-droit. Si tu donnes un passe-droit de même, tu sais que pour certains étudiants, tu donnes un passe-droit pour un cours parce que tu sais qu'eux autres, ils vont juste être meilleurs au sport parce qu'ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. Ils n'ont pas le temps d'aller dans un cours. Mais tu vois pas en même temps le gars qui aurait certainement bénéficié d'aller dans le cours, mais qu'il le fait pas. C'est pas juste une question de temps. Là. C'est une question qu'il aurait fallu qu'il apprenne ces compétences de base-là, ou c'est ce cours-là qui lui aurait fait réaliser l'importance des compétences-là, puis occasionner un changement de mentalité, par exemple. On extrapole. Mais aussi quand tu parles de dommages au niveau des capacités de lecture, rendu, mettons, au collège, là, qu'est-ce que tu veux que le collège fasse rendu là? Non, mais je te dis pas qu'il faut que le collège fasse, mais attention, là, c'est un peu ce que je veux dire dans le sens que selon les mécaniques actuelles du collège, s'ils se rendent jusqu'au collège, non, mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est pas se rendre au collège. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Le problème, c'est que le collège, il se rend là. Si le recruteur, il avait dit au gars au secondaire, si t'as pas ce test-là, tu viendras pas au collège, tu rejoueras pas au basketball, il y a certainement un pourcentage qui aurait fait « Oh, faut que je me botte. Puis je vais le faire, je vais me rendre. » Mais ils n'ont pas besoin. Mais écoute, je connais pas les détails. Moi non, écoute, regarde. C'est une tangente, puis tu m'as ouvert la porte avec. Je veux dire, à la base, leur système, je te dis pas le système de développement de sport parce que ça, il marche, mais le système d'éducation publique aux États-Unis, c'est de la dompe. Ça, il marche pas. Ce n'est qu'une. Oui, il y a des gens qui ont des capacités de lecture primaire dans les sportifs, mais juste général aussi. Là. C'est comme disait No child left behind, sauf toi. C'est ça. Hey, écoute, bon, donc, bref, pour conclure, on surveillera la récolte canadienne et on surveillera aussi généralement les Jeux olympiques. Oui, tout à fait. Faut pas être overly patriotique. C'est trippant. Alors, donc, c'est ça. Écoute, je me permets de faire des petites actualités historiques pendant qu'on n'est pas en train d'en parler. Tu sais. Cette semaine, il y a deux petites dates qui ont retenu mon attention. Une très ancienne et une très récente. Fait que, tu sais, on fait ça. Écoute, le 10 janvier, en l'an 49 avant Jésus-Christ. Oh shit. Ouais, c'est ça, on remonte loin. C'est Jules César qui traverse le Rubicon. Est-ce que tu es familier un peu avec cette symbolique-là? Quand même, oui. Bon, dans le fond, c'est que ce que ça représentait, c'était que c'était la première fois... Les troupes romaines ne devaient pas entrer à Rome. C'était l'espèce de division claire et nette. Les troupes armées de Rome, elles n'étaient pas pour la police interne, elles étaient pour... les conquêtes extérieures, pour dealer avec le reste du monde. Les barbares. Et en franchissant ce fleuve-là, le Rubicon en Italie, qui était l'espèce de frontière symbolique ou convenue entre tout le monde qui symbolisait cette pénétration des troupes sur le territoire de la ville de Rome, eh bien, il a enclenché des guerres civiles qui vont éventuellement mener à sa prise de pouvoir quelques années plus tard. Honnêtement, j'ai pas la date vite comme ça. Donc, le 10 janvier, en 49 avant Jésus-Christ, on célèbre ça, on souligne ça. On le fête pas tant, mais on le souligne. Oui. Mais parlant aussi justement de bien choisir mes termes et de dire que l'on souligne et non pas que l'on célèbre, le 12 janvier, nous soulignerons
le 4e anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Ouais. C'était un 12 janvier 2010 et écoute, ça a fait plus de 300 000 morts. Et honnêtement, je pense que quelqu'un pourrait nous témoigner s'il était allé plus récemment à Haïti. Honnêtement, il ne doit pas avoir tant d'affaires que ça qui ont été réglées en 4 ans. Je veux dire, OK, là, quelqu'un pourrait faire l'argument de dire que Haïti, c'était pas particulièrement en bonne shape avant. Mais je veux dire, là, ça s'est pas beaucoup réamélioré depuis cet événement-là. Donc, c'est important quand même justement de se le rappeler. Tu sais, des fois, tu te demandes peut-être pourquoi que je fais ça. Ben, c'est un bon exemple. Quand on se souvient et on souligne ces affaires-là, ça aide des fois peut-être à ne pas oublier et à ne pas à penser que parce qu'on n'en parle plus dans les médias, c'est réglé. C'est ça. C'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'Haïti, c'est devenu un club de golf. Là. C'est ça. Ben, remarque, il y a peut-être des coins qui feraient un beau parking. Il faut t'enlever des bris, là, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est ça. Hey, puis dans la lignée de mes actualités historiques, il y a quelque chose que je voulais commencer cette année et que d'ailleurs, je suis en train de commencer direct là. 2014, je te l'ai répété assez souvent, c'est le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale qu'on va commencer à célébrer pour vrai cet été, parce que ça a été comme l'été que ça a commencé. Ben, pas la guerre comme telle, mais tous les événements qui l'ont amené. Et au mois d'août, ça va partir en grande pompe. Préparez-vous, comme je disais, là, à partir du mois d'août, là, vous allez vous faire casser les oreilles. Et justement, si ça vous tente de ne pas vous faire casser les oreilles sans trop savoir de quoi il est question, j'ai décidé de faire une suggestion pour approfondir ou développer ou démarrer les connaissances sur la Première Guerre mondiale. Et donc, aujourd'hui, je commence par quelque chose d'interactif, en fait, de web. C'est sur le site qui s'appelle Mental Floss, www.mentalfloss.com, qui est un site de connaissances en général, factuelles, pour le plaisir, pour ceux les gens qui aiment ça apprendre un peu. C'est John Green qui est parti ça. Hein? Je le sais pas, honnêtement. Je connais pas assez l'historique du site. Okay. Bref, sur ce site-là, pourquoi j'en parle en premier, c'est qu'eux autres, ça fait quasiment un bon 2 ans qu'ils sont sur le cas. Ils ont une chronique qui s'appelle World War I Centennial. C'est dans la barre de gauche et tout est rassemblé là. C'est une archive. Et eux, ils ont suivi les moments qui ont tranquillement amené vers le premier conflit mondial au jour le jour, là, mais en temps réel, 100 ans plus tard. Donc, c'est un bon endroit pour starter, pour comprendre plein d'événements qui ont eu lieu avant le déclenchement du conflit, notamment les guerres des Balkans, les différentes crises diplomatiques, la crise du Maroc, la crise de Tanger. Et donc, ça peut être et c'est sous format de plus courts articles, évidemment, vu que c'est sur Internet, et c'est accessible à tous, c'est gratis. Donc, bon endroit pour commencer à vous développer une certaine banque de connaissances sur la Première Guerre mondiale. Donc, c'est ce qui dans la même veine, fait par John Green, qui est un des boss de Mental Floss. Il a fait des chroniques sur YouTube qui s'appellent World History. Et je sais qu'il y a quelques chroniques sur la Première Guerre mondiale, que ce soit d'un point de vue plus général et aussi d'un point de vue plus américain. Si ça vous intéresse, c'est du stuff excellent. D'ailleurs, tout ce que John Green fait, c'est très très bon. Là. Ouais, que ce soit des trucs YouTube, Mental Floss ou les livres d'ailleurs. Tu vois, tu m'as comme volé un punch, j'allais en parler une autre semaine. Mais c'est pas grave, écoute, c'est effectivement, et la perspective américaine sur la Première Guerre mondiale est très différente de la perspective européenne et même de la perspective canadienne. Hein, parce qu'il faut pas oublier que le Canada est entré en guerre en même temps que la Grande-Bretagne. On était la couille gauche, là. On embarquait avec tout le monde en même temps. Là. C'est ça, tu sais, dans le sens que nous, la guerre a commencé en 14. Pour les États-Unis, la guerre a commencé en 17, tu sais. Puis, juste pour les 2 premières années, les États-Unis fournissaient argent et biens aux 2 côtés, là. C'est aucunement la Deuxième Guerre mondiale comme situation diplomatique. Là. C'était beaucoup plus flou que ça. Et donc, c'est une perspective intéressante sur ce conflit-là. Au début, les États-Unis, c'était un magasin. Oui. Ils vendaient les armes. À tout le monde. Tout le monde. L'important, c'est que tu payes. Ouais. Ou que tu puisses payer. Éventuellement. C'est ça, exactement. Saignait de quoi. Mais honnêtement, ça a fait partie des facteurs qui ont décidé les États-Unis d'intervenir du côté des Alliés. Il y a plein d'autres facteurs. Là. On rentrera là-dedans lorsqu'on sera rendu dans ces dates-là. Je pourrais vous en reparler. Mais il y avait aussi le fait qu'ils commençaient à avoir prêté de plus en plus aux Alliés. Et là, les États-Unis se sont dit, si les Alliés ne gagnent pas, on va devenir partenaire. Ouais. On ne sera jamais remboursé. Ouais. Alors là, ils ont dit, ça a été un des pushs pour dire, on va aller du côté des Alliés, on va les faire gagner, comme ça, ils vont nous rembourser. Parce qu'à la limite, ça devient plus un investissement, là. Plutôt qu'une dette. C'est ça, là. Exactement. Ça fait penser au système de gestion de pêche en Gaspésie, là. Tu payais, dans le fond, c'était weird, ça. Tu arrivais au magasin général, puis tu donnais de la morue. Mais en fait non. Au début de la saison, tu acquérais un prêt
de stuff pour pêcher de la morue. Puis ensuite, tu payais en morue. Fait que tu avais une dette au niveau du magasin général, mais le magasin général faisait un investissement avec toi, dans le fond, C'est ça, en te prêtant la guire pour pêcher la morue. il te prêtait la guille, puis après ça, l'intérêt sur le prêt, dans le fond, c'était des poissons. C'est ça. Mais il y avait intérêt que ça marche, là. Parce que si personne amenait de morue, le magasin, il fermait aussi. Là. Fait que c'était une espèce de relation... Mais comment ils peuvent favoriser, entre guillemets, ta pêche? Je sais pas. Je veux dire, de la meilleure guire. Mais il y avait aussi le hasard, là, les années changent, là, le climat, etc. Là. Mais il y avait... C'était un peu une relation étrange, parce que la monnaie est la morue, mais la morue est le produit aussi. Ouais, c'est ça. Bien sûr, la morue qui est de la monnaie, ça a été pendant un certain temps, ça fonctionnait. Là. Mais tu sais, parlant de pêche, des fois, ça me rappelle une histoire. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, on était allé pêcher. Puis tu dis qu'il y a des hauts et des bas. C'était une année, on était allé pêcher avec mon père. Il y avait rien. Là. Il y avait absolument rien. Et là, à un moment donné, nous, il y avait moi, puis il y avait mon frère qui était là. Puis je pense que mon cousin aussi était là. Puis on était tous relativement jeunes. Tu sais, mon père est allé voir le gars la pourvoirie un peu. Puis il a dit, tu sais, c'est plate, hein? Il te passe pas grand-chose. Le gars, il dit, garde, viens avec moi. Et il nous a amené, il dit ça, il faut que tu dises ça à personne, puis tu sais, t'as ton quota, puis là, il nous a amené dans une petite rivière qui dessert les lacs. J'aurais pu y ramasser à la main. J'aurais pu y ramasser à la main, là, tu sais. Et là, ça a été trippant. On avait juste à dropper notre ligne, ça prenait 10 secondes, on avait un poisson. Fait que comme de fait, là, t'as compris pourquoi le gars, il a dit, par exemple, t'oublies pas, t'as un quota, là. Ouais, c'est ça, c'est pas infini. Faut que t'arrêtes, là. Tu sais, tes jeunes, ils ont pas une quantité astronomique non plus de poissons qui ont le droit par rapport aux adultes. Là, je pense que t'as quand même une distinction. Là. T'as pas une personne, un quota, là, ça diffère. Parce que sinon, tu t'amènes une famille de 4, il reste tout au chalet, puis le gars, il pêche en colon. 400 têtes. Hey, écoute, je pense que ça va pas mal conclure notre première émission de l'année 2014. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens bien. Écoute, je pense qu'on a fait du bon travail. On est rentré dans le temps. On n'a pas trop sacré. Je pense que ça a bien été. Fait qu'écoute, regarde, il nous reste juste à nous souhaiter mutuellement d'avoir une bonne fin de semaine. Oui. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir. Au revoir.